Alors, bienvenue pour cette deuxième table ronde de la journée au Festival Spawn. Pour cette table ronde, on va s'interroger sur l'e-sport de demain. Voilà, donc c'est un terme qu'on n'a plus vraiment besoin de définir maintenant. Voilà, la pratique compétitive de jeux vidéo, elle s'est vraiment ancrée dans l'industrie du jeu vidéo de manière concrète cette dernière décennie. Mais c'est une industrie qui reste jeune. Qui a peu de lois qui l'encadrent, avec beaucoup de zones grises, ce qui en fait un sujet hyper intéressant pour le journalisme, mais du coup qui laisse un avenir assez incertain. Et c'est en compagnie du coup de toutes les personnes qui sont présentes ici qu'on va essayer de dessiner un petit aperçu de ce que sera l'e-sport de demain. Donc Désiré Koussao, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France e-sport. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce que c'est que France e-sport ? Oui, donc France e-sport, c'est une association qui essaye de fédérer l'ensemble des acteurs de l'e-sport français. En premier lieu, évidemment, les éditeurs de jeux vidéo. On a la chance d'avoir, par exemple, Ubisoft, Activision, Blizzard, le CEL, qui est le syndicat qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière, enfin de l'édition de jeux vidéo, enfin les grands éditeurs, le SNJV. Que je pense Angoulême connaît bien. Donc on a essayé de faire de la place pour les ayants droit, ce qui est une spécificité un peu de la France, puisque beaucoup d'associations, de fédérations e-sport dans le monde construisent leur action sans les éditeurs. Ensuite, on a un deuxième groupe, un deuxième collège d'acteurs qui sont ce qu'on appelle nous les promoteurs. Donc les promoteurs, ce seront tous les acteurs qui vont s'appuyer sur l'e-sport pour développer leur activité économique. Donc on pense évidemment aux organisateurs d'événements, aux équipes professionnelles, mais aussi tout ce qui peut être agence marketing, relations presse, et on a même des cabinets juridiques. En gros, voilà, tous ceux qui essayent de s'appuyer sur l'e-sport pour développer leur activité. Et enfin, on a un troisième collège dont je suis assez fier, c'est ce qu'on appelle le collège des amateurs. Ça va être les clubs associatifs, mais également carrément les joueurs. Donc n'importe qui peut aujourd'hui, s'il joue, s'inscrire gratuitement à France e-sport et participer un petit peu à la dynamique. Donc voilà un peu la structuration de France e-sport. Ensuite, les missions, c'est assez simple, hein. C'est développer la filière e-sport en France, aussi bien entre les acteurs qu'en dehors, vers les pouvoirs publics ou le milieu économique. Merci. Iris Elbazis, vous êtes présidente de WSC Group. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous, chez WSC Group, on est un groupe média. On travaille sur toutes les productions médiatiques et les stratégies médiatiques associées historiquement à l'e-sport. Plus on avance, plus on va parler plutôt de divertissement digital. On travaille avec tous les acteurs du gaming, de l'éditeur à l'influenceur, en passant par l'amateur de temps en temps. Notre travail principalement, il est d'identifier les besoins de cette communauté, d'identifier comment est-ce qu'on leur transmet un message, quel qu'il soit, de la culture au divertissement, et ensuite de pouvoir avancer avec l'évolution et avancer avec la technologie qui touche aux médias. Merci. Nicolas Besson, vous êtes enseignant-chercheur spécialisé dans l'e-sport à l'Université Paris-Cité. Oui, bon, ça marche. Attends. Allô, oui. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, moi je suis enseignant-chercheur en sciences et techniques des activités physiques et sportives et depuis maintenant une dizaine d'années, je travaille, mon objet de recherche principal est l'e-sport et j'essaie d'aborder à la fois les questions bien évidemment de la dimension sportive de cette discipline en me focalisant et en m'intéressant beaucoup aux joueurs et aux joueuses, que ce soit les amateurs ou les professionnels, et puis de manière générale sur tout ce qui concerne la pérennisation du secteur au sens large. Et enfin, Mathieu Dallon, vous êtes founding partner chez Trust eSport. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, je dirige un fonds d'investissement qui finance et accompagne des startups de cet univers. Donc, c'est un fonds qui est très vertical. On a la chance d'être au capital de 2 studios de jeux vidéo, un studio de jeux e-sport VR et un studio de jeux mobile. Et puis, sinon, par ailleurs, on finance essentiellement des game tech, c'est-à-dire des technologies qui vont permettre aux jeux d'être plus e-sport ou plus liés à cette économie qui est assez particulière, qui n'est pas l'économie du jeu, mais qui est un complément en général de revenus, soit pour les éditeurs, soit pour les agents économiques qui se servent de ces jeux pour développer des compétitions de jeux vidéo. Et voilà, j'ai monté ce fonds d'investissement il y a 4 ans, après avoir été moi-même promoteur pendant plusieurs années de compétitions de jeux vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, l'e-sport, c'est quelque chose de très professionnel. Il y a plein de métiers différents. Pourtant, quand on parlait de d'e-sport
compétitif, de jeux vidéo compétitifs. Il y a encore 15 ans, on voyait plus des LAN, voilà, avec chacun qui ramenait son PC, et puis on faisait ça un peu en amateur. Voilà. Donc, ma première question, c'est comment est-ce qu'on est passé de ces LAN qui tenaient de l'organisation bénévole, etc., à un secteur qui est beaucoup plus structuré, et surtout, qui sont les acteurs aujourd'hui de l'e-sport? Ouais, alors juste pour être un peu précis, on peut dire 25 ans et pas 15 ans, parce qu'on est déjà quasiment en 2024. 2023-2024, et les LAN parties qui étaient l'embryon de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la fin des années 90, début 2000. Et les premières startups ont été créées dans les années 2000, au tout début des années 2000. Et comment on y est passé? Je pense que le jeu en réseau a complètement fait exploser ce phénomène de LAN party, c'est-à-dire qu'on prenait du plaisir à jouer chez soi d'abord, et puis quand on a commencé à avoir des connexions Internet, on s'est aperçu que les jeux demandaient énormément de ressources, notamment de capacité à être connecté en temps réel à des serveurs ou à d'autres joueurs, donc c'était plus sympa de jouer en réseau. Mais lorsque l'Internet au débit est arrivé dans les foyers, et voilà, on est passé à un jeu, à de l'e-sport global, et on a multiplié le nombre de joueurs, et du coup on a quitté ce phénomène de LAN party pour devenir un phénomène global. Ouais, juste pour enchaîner, effectivement, donc moi j'ai la chance d'avoir eu un pied dans les deux univers, l'univers très associatif des LAN parties jusqu'aujourd'hui, puisque je suis président d'honneur de l'association Futurolan qui organise la Gamers Assembly à Poitiers, et qui, là je rejoins complètement ce que dit Mathieu, c'est 2000, donc pratiquement 25 ans que cet événement existe, et il existe toujours. Donc effectivement, il y a eu une évolution de cet univers très associatif à un univers très professionnel, mais ça n'a pas complètement non plus tué ces acteurs qui sont encore qui sont dans la passion et dans le monde amateur, mais avec une vraie professionnalisation malgré tout de ces événements. Et j'ai également un pied dans le développement d'événements privés. J'ai eu la chance de diriger la filiale française du groupe ESL, par exemple, et aujourd'hui je travaille avec une agence qui s'appelle Freaks4U, et effectivement on se rend compte que aujourd'hui il y a une vraie attente des acteurs, des joueurs, mais aussi des éditeurs de jeux pour ces événements qui vont rassembler l'ensemble des joueurs. Alors aujourd'hui, on va plus vers ce qu'on appelle l'e-sportainment, c'est-à-dire de l'e-sport spectacle, mais c'est toujours la même passion qui rassemble les joueurs et qui permet de générer un vrai modèle économique pour de nombreux acteurs. Justement, la Gamers Assembly, c'est un bon exemple dans le sens où voilà, c'est un festival qui a une LAN party qui a 20 ans et qui voit aujourd'hui du coup des amateurs avec des personnes qui vont par exemple sur le tournoi Nexus Mastercard Tournament, qui est donc un tournoi de Riot Games de League of Legends. Et donc on voit bien comment est-ce que les gens qui étaient là-bas, j'y suis allée cette année, où il y avait des personnes en fait qui étaient là, qui venaient depuis presque 20 ans et qui avaient vu du coup toute l'évolution. Et donc on est arrivé aujourd'hui en 2023 avec d'un côté une scène amatrice, on conserve cette scène amatrice, et de l'autre une scène professionnelle qui réussit à remplir Bercy, enfin Accor Hotel Arena en 10 minutes. Cependant, l'e-sport, ça demeure encore un secteur très jeune, avec ces zones grises. C'est quoi le défi principal pour consolider et structurer aujourd'hui l'e-sport en France ? Alors, je vais juste intervenir très vite par rapport à ça, parce que c'est vraiment l'une des questions qu'on essaye de résoudre au niveau de France e-sport. On essaye de s'attaquer aux grands défis de l'e-sport en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Et nous, les principales questions qu'on se pose, c'est assez paradoxal, parce qu'on parle beaucoup de développement de business et autres. Et nous, ça va plutôt être l'encadrement de la pratique en elle-même. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'un joueur e-sport, comment peut-on accompagner la pratique de l'e-sport amateur notamment, plus que aller accompagner le développement des grandes entreprises ou des grandes équipes e-sportives, même si c'est aussi un souci. Donc moi je dirais aujourd'hui les préoccupations qu'on peut avoir, c'est la pratique de l'e-sport. Comment encadre-t-on
la pratique des jeunes, par exemple. Donc ça, c'est une vraie question. On parle beaucoup d'éducation, de pratique saine de l'e-sport, etc. Donc il y a une vraie partie, moi j'appelle ça un peu RSE, hein, autour de l'e-sport. Et puis d'un point de vue business, il y a une vraie préoccupation sur le modèle économique. Comment rend-on aujourd'hui les acteurs de l'e-sport, en anglais on dit sustainable, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que notamment les grandes équipes e-sport sont sur des modèles qui peuvent paraître inquiétants. Et donc il y a une vraie question à se poser quel est le modèle qu'on va pouvoir trouver pour pérenniser cette économie. Et pareil pour les organisateurs d'événements. Beaucoup d'organisateurs d'événements aujourd'hui fonctionnent sur soit des levées de fonds, soit des modèles qui peuvent paraître un peu fragiles. Donc je pense que d'un point de vue de business, on a aussi un grand travail à faire pour structurer un petit peu notre secteur. Juste compléter rapidement, il faut bien comprendre que l'e-sport, en tout cas les licences principales d'e-sport, sont aux éditeurs. Donc un des enjeux aussi, que ce soit des pays ou des villes ou des communautés, c'est d'arriver à créer de la valeur et arriver à créer un intérêt autrement que simplement en utilisant le produit qui a été créé, qu'on parle d'un jeu ou qu'on parle d'une compétition. Nous, c'est un enjeu qu'on a. On essaye justement de se demander comment est-ce qu'on utilise cette matière, au final, qu'est l'e-sport, et comment est-ce qu'on arrive à en créer des mises en application, voire même des nouveautés, et surtout comment on arrive à le transmettre et à l'expliquer aux générations plus jeunes, pour leur expliquer que l'e-sport, c'est pas juste jouer aux jeux vidéo, c'est une multitude de métiers autour, et c'est une multitude de métiers qu'ils doivent identifier pour pouvoir se projeter dans ce milieu-là. Et ça, c'est une zone à trier. Sur cette question-là en particulier, au risque de paraphraser un petit peu ce que dit Désiré, mais la question de la pérennisation du secteur, aujourd'hui, à mon sens, elle est centrale. Et quand on parle de pérennisation, c'est à la fois une pérennisation sociale, c'est-à-dire à la fois comment est-ce qu'on fait effectivement pour éduquer les nouvelles générations, éduquer aussi les parents, les familles qui s'inquiètent à propos de la pratique du jeu vidéo forcément, et éduquer aussi les pouvoirs publics. Mais c'est aussi la question de la pérennité des carrières des joueurs et des joueuses, c'est-à-dire aujourd'hui on le voit bien, ce sont jusqu'à présent, même si ça a tendance à s'améliorer, mais des carrières qui sont encore courtes pour la plupart des joueurs et des joueuses sur certaines scènes compétitives. Et puis la question de leur reconversion après, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour capitaliser sur toutes ces compétences qui ont été acquises en tant que joueurs et joueuses pour potentiellement continuer dans ce secteur-là ou peut-être en tout cas mettre à profit ses compétences dans d'autres secteurs. Mais il y a aussi bien évidemment la question de la pérennisation économique, puisque aujourd'hui il y a cette question que vient de rappeler Iris, qui est cette redistribution de la valeur, puisque aujourd'hui c'est un écosystème. Tout à l'heure tu posais la question de qui sont les acteurs qui composent cet écosystème. On a des joueurs, on a des équipes, des coachs, des managers, on a des diffuseurs de compétition, des organisateurs de compétition, tous les métiers de l'audiovisuel et de la production qui diffusent ces compétitions, puis tous les métiers de la communication, du marketing, toutes ces agences de conseil, puis toutes les fonctions support, à savoir tout ce qui va être RH, juridique, économique, les métiers de l'éducation. Donc c'est un écosystème qui est très fragmenté de fait. Et donc cette question de tous ces gens, tous ces métiers apportent de la valeur au secteur, mais la question de la redistribution de cette valeur aujourd'hui elle est assez centrale, puisque elle est beaucoup phagocytée par les ayants droit et les éditeurs, et alors que bien évidemment ces jeux vidéo sont des créations qui ont énormément de valeur, mais aujourd'hui quand il y a un spectacle e-sportif, faut pas oublier que c'est plein d'autres acteurs aussi qui participent à créer de la valeur sur ce spectacle là, quoi. Et puis le dernier volet en termes de pérennisation à mon sens, qui est encore un sujet qui est, que je trouve encore peu abordé et qui est assez marginal, mais c'est la question de la pérennité environnementale. Je sais qu'on en parlera après, mais ça me paraît assez essentiel. Aujourd'hui, on ne peut pas omettre le fait qu'on est en pleine crise écologique et environnementale, et qu'à ce titre-là, nos loisirs, que ce soit le jeu vidéo, le sport, la musique, toutes les industries créatives et culturelles sont impactées par ces enjeux-là, et je pense que les nouvelles générations, en plus, elles sont assez sensibles à ces enjeux-là, parce que c'est leur futur. Et donc cette question elle se pose aussi pour le secteur, même si ça paraît peut-être pas être l'urgence, mais c'est toujours sur le sujet de l'environnement, ça paraît jamais être l'urgence, mais en fait c'est déjà trop tard quand on se pose déjà la question, quoi. Qu'est-ce qui pourrait rester à dire?
dans les défis et les enjeux. Je pense qu'on est dans un univers qui est encore très masculin et ce sont des jeux qui ont des codes culturels et genrés très orientés pour les garçons. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits avec des jeux comme Valorant aujourd'hui notamment pour avoir des codes beaucoup plus ouverts et amener beaucoup plus de filles dans cet univers, de femmes dans cet univers à devenir joueuses et joueuses professionnelles. Ça, c'est un premier enjeu. On a évoqué la question de la pérennité de ce secteur et justement de cette nécessité de la redistribution des flux. Il faut peut-être juste tempérer cette question-là par le fait que l'e-sport, ça a été une promesse fantastique pour 3 industries. Pour l'industrie du jeu, qui pèse aujourd'hui quasiment 300 milliards de dollars, qui est la première industrie culturelle mondiale, l'industrie du sport et l'industrie des médias. Et au carrefour de ces 3 grosses industries, vous avez l'e-sport qui a été la promesse de pouvoir se dire un jour, n'importe qui depuis sa chambre va pouvoir devenir le nouveau Roger Federer ou le nouveau Zidane. Et donc ça a apporté énormément d'investissements dans cet univers, de gens qui se sont dit ça va aller très vite, il faut prendre des positions très rapidement, et donc beaucoup d'investissements ont été faits dans ce secteur, et à tort, parce que de fait, ça a déséquilibré un certain nombre de rapports économiques qui auraient dû être sains dès le début et qui ne le sont toujours pas. Beaucoup d'investissements qui ont été faits dans des clubs avec des échéances de retour sur investissement trop courtes et probablement une industrie qui n'a pas su suivre ces investissements. Donc on est dans une phase en ce moment de rattrapage de ces équilibres, mais fondamentalement l'e-sport n'est pas fragile, ne souffre pas et n'a aucune raison de ne pas être pérenne. Je veux dire, on est sur un sujet d'avenir fantastique. C'est le sujet de la fameuse bulle d'e-sport dont vous parlez, qui est un peu comme une épée de Damoclès sur chaque table ronde sur l'e-sport, etc. Moi, ce que je voulais évoquer, c'était la question des conditions de travail et surtout du contrat de travail, qui est un débat qui est souvent présent quand on parle des joueurs d'e-sport. Aujourd'hui, il y a un contrat de travail qui existe, qui a été plus ou moins copié sur celui du modèle du sportif professionnel. C'est un des sujets phares et d'une demande au niveau législatif. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que demain, je puisse devenir, on ne sait pas, athlète sportive et avoir une situation qui ne soit pas une situation précaire? Pour peut-être débuter, en fait, il faut préciser que quand on parle du contrat de travail que tu évoques, c'est donc un CDD spécifique de salariat. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, quand même, ils ont des relations, bien évidemment, qui sont contractualisées avec les équipes. Donc il y a des contrats de travail, mais qui sont aux formes de contrats de prestation de services pour la plupart, voire quasi exclusivement. Et en fait, ce contrat de salariat, aujourd'hui, qui a été mis en place et qui est totalement copié sur le modèle sportif, aujourd'hui, il a été utilisé dans un premier temps, et puis les équipes en sont revenues parce qu'il s'avère qu'il est peu adapté au secteur. Pour des raisons qui sont assez simples, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, le modèle économique du secteur se cherche, et notamment au niveau des clubs. Les dépenses des clubs sont majoritairement pour près de 75% justement dans la rémunération des staffs, donc les joueurs, les staffs encadrants et puis les équipes de communication, de marketing, c'est ça les plus grosses dépenses des clubs. Et comme les sources de revenus sont principalement liées au sponsoring, ça reste d'une certaine manière encore assez déséquilibré. On cherche à diversifier les sources de revenus et les clubs cherchent des modèles économiques qui soient viables. Ce qui fait que aujourd'hui, la difficulté, c'est que avec la fiscalité qu'on a en France, qui permet de protéger finalement les travailleurs, et c'est une très bonne chose, mais comme ces clubs professionnels ont un modèle économique qui est très fragile, en tout cas précaire pour le moment, le fait de devoir salarier, ou en tout cas si elle pouvait salarier les joueurs, elle se retrouve moins compétitive en fait, on est dans une industrie qui est fondamentalement sans frontières, dématérialisée, et donc de fait, aujourd'hui, quand on parle de l'e-sport en France, en fait, on parle d'un pays au milieu de l'Europe et du monde. Et donc, là où dans les autres pays, la fiscalité n'est pas la même, je vais être très concret, si aujourd'hui, une équipe, elle a un budget, je dis, de 100 000 €. Et donc aujourd'hui, avec la fiscalité actuelle, les cotisations patronales sont d'à peu près 50%, je ne sais pas exactement combien c'est, mais c'est un certain montant. Et donc ça veut dire que pour le joueur, on peut lui offrir que la moitié, finalement 50 000 € de salaire. Là où dans d'autres pays, la fiscalité serait peut-être un peu moins lourde en termes de cotisations patronales. Et donc l'autre club va pouvoir dire, si c'est que 20%, nous, on peut te donner 80 000 €. Et donc le joueur, qui est en plus souvent jeune,
qui voit plutôt à court terme, se dit j'ai plus d'intérêt à aller chercher là où je vais avoir 80 000 euros plutôt que 50 000 euros. Donc de fait, les clubs se retrouvent face à une compétitivité qui est réelle et à devoir essayer de jouer avec ça. Et donc, en l'occurrence, le choix qui a été fait jusqu'à présent, c'est plutôt de privilégier de la prestation de service, mais qui, de manière très, très, très concrète, pourrait être totalement requalifiée. C'est-à-dire que c'est une forme de tolérance qui existe pour le moment, et on cherche des solutions. Il y a à la fois les besoins des clubs de pouvoir rester compétitifs face à leurs concurrents qui sont dans les autres pays du monde, mais aussi la protection des joueurs, puisque quand on est auto-entrepreneur ou qu'on est en prestation de service, pour le coup on ne cotise pas pour sa retraite, on ne cotise pas pour le chômage, et donc ça crée des situations qui peuvent parfois être un peu surprenantes pour les joueurs qui du jour au lendemain se retrouvent coupés par une équipe, benchés, se retrouvent sur le banc, voire complètement coupés, et qui se rendent compte qu'en fait ils peuvent pas bénéficier du chômage. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais trouver l'équilibre entre les deux, pour être très honnête, aujourd'hui, on travaille dessus, mais on n'a toujours pas trouvé la solution parce que les enjeux sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer. C'est une question qui est d'autant plus d'actualité qu'avec le Covid, ça a rebattu complètement toutes les cartes. D'un côté, il y avait les organisateurs de tournois qui voulaient plus d'événements en présentiel, évidemment. Du coup, ça a fragilisé aussi les LAN parties. D'un certain côté, il y a les joueurs du coup qui devaient jouer chez eux d'une manière, c'était un match à 6h, un autre à 18h, et puis entre les deux, il fallait rester disponible, etc. Donc avec le Covid, ça a été compliqué. Après, il y a l'autre, je suis désolée, je fais des bonds d'un côté à l'autre, mais l'e-sport de demain en 45 minutes, c'est un enfer. Mais je voulais parler aussi d'un autre sujet du côté amateur. Donc, je vais vous laisser définir déjà ce que c'est que l'e-sport amateur, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Il y a Francisport qui mène un travail sur le maillage territorial, qui est aussi un enjeu au niveau social, mais aussi au niveau économique. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler, Désiré ? Oui, ça c'est vraiment un chantier auquel je tiens beaucoup. Moi j'ai pris la présidence il y a un peu plus d'un an et je souhaitais vraiment pouvoir déployer l'e-sport, en tout cas le Francisport dans l'ensemble des territoires. Et effectivement, la solution qui me paraissait la plus efficace, c'était de se rapprocher tout simplement du terrain. Alors, l'idée, le concept d'antenne Francisport est né bien avant que j'arrive à la présidence. Moi, j'ai juste essayé d'accélérer le mouvement en allant rencontrer les politiques, les élus sur chaque territoire pour les associer au développement de l'e-sport local. Et on sent bien que, alors c'est même presque une surprise pour nous, il y avait une vraie attente de la part des acteurs au niveau local de pouvoir se rassembler et travailler ensemble. On s'était donné comme objectif pour la première année, c'est-à-dire 2023, d'avoir 2 ou 3 antennes. On a reçu 7 dossiers, je crois, pour la création d'antennes régionales en France à la dernière Assemblée Générale en février. Et là, on s'oriente sur les prochaines créations d'antennes vers 3 ou 4 antennes supplémentaires. Donc il y a la région Île-de-France, on a d'ailleurs un des représentants de l'antenne régionale Île-de-France qui est là, avec Nicolas. Qui accélère dans la dynamique de rassembler l'ensemble des acteurs en partenariat avec la région Île-de-France. Donc c'était vraiment notre objectif. On sent que finalement les collectivités ont besoin d'avoir un interlocuteur à leur niveau. La région Sud aussi qui accélère vraiment sur la création d'une dynamique locale. Et puis on attend bien sûr la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine, on l'espère. C'est pas le plus facile, mais voilà, de nombreuses régions se mobilisent même au-delà des mers, puisqu'on a la Guadeloupe, on a l'île de la Réunion aussi qui se mobilise. Donc on voit bien que les acteurs locaux ont besoin d'une structure qui soit à leur échelle. Et je pense que ça va permettre réellement à l'e-sport amateur de se structurer avec le soutien des collectivités. Oui, je complète un peu cette réponse par le fait que l'e-sport amateur, il se structure dans les jeux très majoritairement, je veux dire à l'échelle de millions de joueurs.
Lorsque vous rentrez dans un jeu aujourd'hui, vous êtes automatiquement évalué en termes de niveau, vous évoluez dans des ligues, vous pouvez participer à des tournois, vous vous retrouvez en équipe, vous pouvez soit jouer contre des joueurs que vous connaissez ou des joueurs que vous ne connaissez pas. Et donc en fait, on n'est pas obligé de répliquer des modèles du XXe siècle sur ce média-là. Et je trouve que cet e-sport amateur dans les jeux est extrêmement bien structuré à la différence de tous les autres sports, ce qui permet d'avoir un nombre de joueurs sur la ligne de départ phénoménal en comparaison des autres sports. Voilà, donc c'est très bien de faire évidemment de se servir du jeu vidéo et de l'e-sport comme peut-être un lien social ou un contenu qui permet de réengager les institutions avec la jeunesse dans des lieux notamment, mais on restera sur des effets marginaux en comparaison de ce qui se passe sur Internet au niveau du jeu en réseau. Oui, je suis assez d'accord aussi avec ça. Surtout que je voudrais rajouter que maintenant, quand même, il y a des modules de tech qui sont incroyables et il y a des plateformes très très bien faites que les jeunes utilisent tous les jours. Je ne sais pas à quel point j'ai le droit de citer des marques, mais on a Discord par exemple qui est quand même assez dingue. Et les jeunes maintenant, si l'e-sport n'est pas structuré par l'éditeur, et c'est le cas, comme le dit Mathieu, dans beaucoup de jeux, mais il y a encore des jeux où les éditeurs n'ont pas les moyens de mettre l'argent pour structurer l'e-sport par le launcher ou par l'endroit de hub. Et les jeunes, en général, vont eux-mêmes s'organiser. Et on trouve sur Discord ou même sur Internet, il suffit de chercher communauté X, le jeu, et vous allez trouver des tonnes et des tonnes de groupements de jeunes ou de moins jeunes en fonction du jeu. Et moi aussi, je vais compléter un tout petit peu. En fait, cette régionalisation, cette territorialisation, elle répond vraiment à une double demande, à la fois des pouvoirs publics qui se rendent bien compte qu'aujourd'hui le phénomène du jeu vidéo, et notamment en compétition, est un vrai phénomène générationnel de société, et que c'est une manière aussi d'offrir finalement des possibilités, des services à leurs concitoyens et leurs concitoyennes sur le territoire. Et puis une demande aussi des acteurs locaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, Mathieu et Désiré l'ont rappelé, c'est que ça fait maintenant 25 ans qu'il y a des acteurs dans l'e-sport, et que ces acteurs-là, donc il y en a qui sont toujours présents, comme Futurolan, et puis il y en a d'autres qui arrivent et qui aujourd'hui font plein de choses dans le secteur et qui manquent d'une certaine forme de reconnaissance, qui recherchent du soutien, qui recherchent un accompagnement de la part aussi des pouvoirs publics, de l'État et des collectivités territoriales. Donc il y a vraiment cette double demande qui existait déjà depuis quelques années, et donc les antennes régionales essaient d'y répondre d'une certaine manière, et l'objectif c'est finalement de créer des plateformes de collaboration. En fait, ces antennes, c'est ça, c'est-à-dire que les acteurs qui sont sur un même territoire puissent partager et mettre en commun des ressources, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de matériel informatique, des parcs d'écran par exemple, en termes aussi comme je disais, de compétences, que ce soit pour animer des moments de jeux vidéo, des compétitions, commenter, diffuser certaines compétitions. Donc c'est vraiment cet objectif-là. Et puis pour répondre à la question de quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on parle d'e-sport amateur, c'est le terme amateur, parfois il peut être compris que de manière assez dévaluée et péjorative, parce qu'il y a ce côté, si on est un amateur, c'est qu'on le fait pas bien. Alors que l'idée de l'e-sport amateur, c'est plutôt juste de dire ce sont toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo de manière compétitive, mais dont ce n'est pas l'activité principale de rémunération. C'est-à-dire c'est des gens qui ont une autre activité professionnelle à côté qui leur permettent de vivre, et leur loisir qui peut être de très très haut niveau. C'est-à-dire que c'est pas antinomique de faire de l'e-sport amateur et d'être un joueur de très très haut niveau. De la même manière que dans le sport, on peut être champion olympique de canoë-kayak, et c'est pas notre activité principale de rémunération, parce que c'est un sport amateur, contrairement au football, quoi. Merci pour toutes ces réponses. On fait un nouveau saut. On part sur l'inclusivité, c'est un gros sujet dans l'e-sport et dans le jeu vidéo en règle générale. Du fait que les compétitions d'e-sport sont supposées être mixtes. Dans les règles des faits, voilà, vous avez la mixité qui est inscrite. Cependant, il y a très peu d'athlètes e-sportives jusque-là, et surtout se pose désormais la question, pour essayer de développer finalement une certaine présence féminine, des ligues du coup qui seraient uniquement féminines. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez, vous, de votre côté, que ce soit sur France e-sport ou voilà, comment est-ce qu'on fait concrètement pour essayer d'inclure un peu plus de femmes dans l'e-sport? Oui, j'en parle un petit peu parce que
J'ai été l'un des premiers créateurs de compétition à l'intention des femmes il y a une vingtaine d'années. Donc à la fois la Coupe du Monde Counter-Strike pour les filles et la première Coupe du Monde League of Legends pour les filles a été aussi produite dans le cadre d'une coopération avec le SWC. Donc l'idée, oui, c'est que ces compétitions, elles sont ouvertes à n'importe qui. Et puis à la fin, il n'y a que des garçons. Et il n'y a que des garçons. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison physique à ce qu'un garçon, ou cérébrale à ce qu'un garçon soit plus performant. C'est juste que je pense qu'au départ, les jeux sont constitués à majorité de joueurs garçons, et qu'in fine, statistiquement, vous avez des garçons dans le top niveau, parce que statistiquement, il y a beaucoup moins de filles au départ. Il y a un deuxième phénomène, c'est que dans une équipe de haut niveau, et notamment sur ces jeux qui se jouent en équipe, il y a une dimension de création d'un groupe et de cohésion du groupe, donc une dimension vestiaire d'une certaine manière, qui fait que c'est probablement plus compliqué aujourd'hui de créer des groupes mixtes que des groupes unisexes de garçons. Donc il y a des tentatives qui ont été menées, mais c'est vrai que les résultats sont pas encore au rendez-vous, et donc de fait il a fallu créer des compétitions pour que les filles à un moment donné rattrapent soit en expérience, soit en visibilité dans les médias, l'exposition que pouvaient avoir les équipes de garçons, bien que les compétitions soient mixtes. Et donc il y a un certain nombre de ligues qui se sont créées pour ne faire jouer que des filles, donc de la discrimination positive, et elles ont eu énormément de succès. Effectivement, ça a permis de rééquilibrer, ça a permis de donner un angle, notamment médiatique, et un traitement média hyper intéressant. Et puis ça a permis aussi de montrer que le jeu par les filles peut être tout aussi intéressant à être regardé que le jeu par les garçons. Et donc on a vu des matchs soulever des foules, joués par des filles exactement dans les mêmes conditions que des garçons ont pu le faire. Donc voilà, peu à peu, les deux univers se rejoignent, mais je pense qu'il y a d'abord un problème de conception des jeux et des audiences auxquelles ils s'adressent, et les choses sont en train de changer dans un processus long. Alors c'est sûr que la conception des jeux, ça joue. Le design, le chara-design des personnages, le fait de pouvoir être majoritairement un homme dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui bloque au bout d'un moment. T'en fais un, t'en fais deux. Moi, je vais en parler de ma propre expérience. J'ai 35 ans, donc j'ai vécu la montée du jeu vidéo avec l'impossibilité de l'expliquer. Avec mes amis IE, ou tout simplement IS, c'était très très compliqué. Et donc il y avait quand même une espèce de... C'était pas une histoire de niveau, c'était pas une histoire c'était surtout une histoire d'encadrement et de toxicité. C'est très très dur pour une femme, ou même à l'inverse, si on parlait d'une situation inversée, c'est très très dur d'être seul représentant, et souvent sur une communauté jeune et surtout cachée. Parce que c'est ça qui est important, c'est pas la jeunesse, c'est pas les gamers, c'est le fait que sous un alias ou sans conséquence, tu peux te permettre beaucoup plus de choses. Et très souvent, quand tu es une femme sur un jeu vidéo et qu'on t'entend parler ou qu'on te voit jouer et que tu es la seule représentante féminine, ça peut être très très compliqué. Et je pense que c'est surtout ça, en tout cas de mon époque et historiquement, c'est surtout ça qui nous a empêchés d'aller plus loin, parce que c'était pas agréable. C'est-à-dire que même si tu es fort, même si tu es génial, le jeu vidéo c'est bien, mais c'est pas toute la vie quand même. Et on va pas se mettre dans des positions de souffrance parce qu'on aime ça. Et donc très souvent les femmes se sont mises de côté et ont fait le sacrifice d'arrêter des choses qu'elles aimaient parce que l'environnement était trop toxique. Alors plus on avance, plus enfin les éditeurs commencent à comprendre que c'est pas une histoire de mixité, et quand tu dis compétition filles ou compétition garçons, ils avaient très peur avant d'être sexistes en faisant ça. Nous, ce qu'on leur expliquait, c'était que c'était oui, c'est bien comme théorie, mais comment tu protèges réellement les personnes qui jouent et qui du coup ne sont pas protégées dans ton environnement. Et c'est ça qui a été pas mal évoluant ces derniers mois, même années, c'est qu'enfin on s'est dit, ben voilà, les femmes ont besoin d'un environnement actuellement un petit peu plus protégé que ce qui est disponible sur un jeu vidéo dès l'entrée, pour pouvoir amener des modèles, et surtout des modèles qui peuvent inspirer les jeunes générations d'après, parce que c'est vrai que les jeunes générations, c'est très compliqué de se projeter. Il y a très très peu de femmes qui ont été très fortes e-sportivement, et c'est un petit peu ça l'enjeu de ces prochains mois, c'est qu'on crée des univers et des environnements assez safe et sans toxicité, ou en tout cas avec moins de toxicité, pour permettre de créer des modèles et des exemples de réussite qui pourront en fait inspirer toutes ces femmes, parce qu'on est plein, à aimer le jeu vidéo, à vouloir pousser les choses plus loin, et peut-être même si on n'est que 20%, dans le lot, arriver au final à performer à la fin. Voilà. Pour compléter par rapport à tout ça, parce que ça soulève quand même beaucoup de questions, hein, c'est un vrai débat clivant, la question des compétitions. Alors déjà, préciser que ce n'est pas des compétitions ou des ligues exclusivement féminines, mais qui sont pour les minorités de genre au sens large, donc aussi pour les personnes queer et non-binaires.
Donc c'est beaucoup plus large que simplement la question des femmes cis ou des femmes trans d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que la mise en place de ces circuits exclusivement féminins, c'est juste une possibilité supplémentaire et que les autres compétitions, les autres tournois ne deviennent pas masculins. C'est-à-dire que les femmes qui participent à ces compétitions ou les minorités de genre qui participent à ces compétitions qui leur sont réservées ont toujours le droit de participer aux autres compétitions. Donc c'est en fait ouvrir des possibles et les multiplier. Donc déjà, ça ne crée pas de ségrégation comme certains pourraient le croire, quoi. Donc ce qui a changé, et Mathieu l'a très bien rappelé, le SWC a été pionnier, mais ce qui est aujourd'hui en train de changer, c'est qu'on est passé de tournois épisodiques exclusivement dédiés aux minorités de genre à des championnats réguliers dédiés aux minorités de genre. Et qu'est-ce que ça change? C'est que les sponsors, qui sont aujourd'hui les financeurs majoritaires à la fois des tournois et aussi des équipes, c'est que c'est plus simplement de la visibilité sur un événement dans l'année, mais c'est de la visibilité sur plusieurs mois et toute une année et toute une saisonnalité. Donc les sponsors, ils s'engagent beaucoup plus facilement parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la visibilité sur une période qui va être plus longue. Et qu'est-ce que ça change pour les jeunes femmes? C'est que tout d'un coup, ces jeunes femmes, on peut les professionnaliser. Ça veut dire que ce qui jusqu'à présent était, on va dire, un obstacle, c'était malgré ces événements épisodiques, et ben en fait, les sponsors arrivaient pendant un temps, on donnait les conditions aux femmes pendant 3 semaines, 1 mois de performer, et puis le reste du temps, elles devaient continuer de travailler et sur leur temps de loisir, progresser dans le jeu et performer dans le jeu. Aujourd'hui, grâce à ces championnats réguliers, eh ben, ces jeunes femmes, elles peuvent avoir finalement une activité professionnelle du jeu vidéo en compétition, donc ça pérennise aussi leur activité et surtout, ça veut dire qu'elles peuvent y accorder autant de temps que les garçons qui, eux aussi, ont cette capacité-là. Et puis, juste, après, je laisserai la parole, c'est que cette question de l'inclusivité et de la diversité de manière générale, c'est qu'on la focalise énormément sur la question du genre, mais elle est beaucoup plus large que ça, il me semble. C'est à la fois de la diversité, bien évidemment, genrée, mais de la diversité aussi ethnique et de la diversité générationnelle et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, chez Francisport, c'est aussi... on a un groupe de travail qui est dédié à la diversité au sens large et c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui on essaie de travailler de manière totalement holistique, d'accord, de global et pas simplement d'être focalisé principalement sur ce sujet-là. Et il y a plein de réseaux d'entraide. Aujourd'hui, il y a des gens de Women in Games, bien évidemment, pour la question de la diversité genrée, mais sur la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap qui sera traitée plus tard dans la journée, Cap Game ou Handy Gamer sont aussi des réseaux qui participent à faire cette promotion. Sur le lien intergénérationnel, Silver Geek, qui est Poids-de-Vin, fait aussi ce travail-là auprès des seniors. Et sur les questions de diversité ethnique, Afro-Gameuse, qu'on cite souvent aussi, fait ce travail-là. Et donc, la diversité, c'est pas simplement que la diversité genrée, quoi. De toute manière, c'est des choses qui se rejoignent. De toute manière, quand on commence à travailler sur l'un, il va falloir travailler sur tous les problèmes dans leur ensemble. Je voudrais juste préciser un petit truc sur ce qu'il a dit sur les sponsors, parce que c'est intéressant. Il y a aussi quelque chose qui évolue, c'est qu'avant, on a l'impression que c'est un autre temps, mais il y a 5 ans, et avant Covid surtout, le public majoritaire des compétitions de jeux vidéo était masculin. Maintenant, et post-Covid, et aussi parce que les générations ont grandi un petit peu, on se rend compte qu'il y a une rebalance un petit peu quand même entre le public. Et plus les marques viendront toucher un public qui est moins masculin, plus aussi on aura de l'argent pour les sponsors féminins. Donc j'encourage vraiment toutes les jeunes femmes à donner de la force à toutes ces nouvelles activités parce que c'est ça aussi qui va nous amener des sponsors, c'est qu'on soit plus à les regarder. Le dernier sujet qui, je pense que c'est d'ailleurs le plus récent, celui auquel on s'intéresse, qui est le plus récent pour le moment, c'est l'impact environnemental, comme tu en avais parlé à Nicolas. Justement, à la Gamers Assembly, il y avait des membres de Francisport qui passaient pour nous faire remplir un petit questionnaire pour savoir comment on était venu à la Gamers Assembly, comment on était logé, etc. C'est quelque chose qui est hyper récent, mais qui va finir par s'ancrer dans le discours et dans les préoccupations des acteurs de l'e-sport. Désolé, oui, c'est la technologie. Oui, je vais juste introduire parce que c'est plus Nico qui est notre expert sur ce type de sujet, mais moi, pour le coup, sur cette initiative,
j'ai un peu les deux casquettes, la casquette Francisport, c'est-à-dire cette volonté de justement faire face aux défis de l'e-sport de demain, hein, et le défi environnemental est évidemment important, et également la casquette d'organisateur d'événements, c'est-à-dire celui qui subit finalement les contraintes de ce défi. Si je prends ma casquette Francisport, évidemment, il y a un an, lorsque on a commencé à réfléchir à la possibilité de travailler sur des initiatives pour faire avancer la compréhension de l'impact carbone d'un événement e-sport. Évidemment, je pense que c'était important que Francisport montre aussi sa volonté de faire avancer tout ça. Donc, on a eu un partenariat avec une agence qui a bien voulu nous accompagner sur ce sujet, Witzer, qui est revenu de nouveau cette année sur cette initiative avec le partenariat avec Orange d'ailleurs. Et on a été assez surpris déjà de l'engouement, hein, que cette étude a pu avoir auprès des joueurs et des participants à cette étude. Et du côté Gamers Assembly, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on a la vision très institutionnelle de Francisport qui souhaite étudier, comprendre, et lorsqu'on se positionne de ce point de vue-là, évidemment, ça paraît tout à fait logique d'aller dans cette direction. Mais du point de vue de l'organisateur d'événements, que je suis aussi, c'est des contraintes, parce que il y a toute une démarche de communication, de collecte de la donnée, et aujourd'hui, c'est vrai que les organisations ont des centaines d'autres priorités, et donc c'est pas si simple que ça de rentrer dans des démarches comme ça d'études et de compréhension de tout ça, et pas que pour la partie environnementale, hein. Je sais que Nicolas, par exemple, fait des études de genre auprès des événements, et notamment auprès de la Gamers Assembly, et à chaque fois, c'est un peu c'est laborieux, hein, d'aller chercher les informations, parce que ça donne du travail en plus. Donc il faut une vraie volonté de faire avancer les choses pour pouvoir travailler sur ces études. Mais je vais laisser Nicolas parler de l'étude en elle-même, parce que pour le coup, il la suit de très près. Effectivement, c'est parti d'un constat assez évident, c'est qu'aujourd'hui, la question de la crise environnementale et climatique, elle impacte tous les secteurs, et donc forcément aussi celui de l'e-sport. Ce qui est délicat, c'est que évaluer l'empreinte carbone de l'e-sport au sens large, en fait, ça nécessite d'aller récolter des données qui sont à la fois de l'ordre forcément de l'organisation d'un événement. Ça, c'est le plus évident. Alors, c'est la mobilité, c'est-à-dire les déplacements, mais c'est aussi l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner cet événement, la nourriture et ainsi de suite. Mais ça, c'est que, j'ai envie de dire, la partie émergée, c'est ce qu'on voit de l'e-sport. Mais après, derrière ça, c'est qu'il n'empêche qu'on joue sur des jeux vidéo. Ces jeux vidéo, ils fonctionnent, ils sont connectés en ligne, donc ça nécessite des serveurs. Créer ces jeux vidéo, ça nécessite aussi des ressources, des matériaux rares qui sont exploités. Les nouvelles générations de consoles qui sortent tous les 5-10 ans, ça a aussi un impact sur l'obsolescence programmée. La pollution liée à Internet de manière générale, ça a aussi un impact. Donc, déjà, évaluer, on va dire, l'empreinte carbone de l'e-sport, c'est un vrai enjeu. Donc nous, on s'est focalisé dans un premier temps sur la mobilité des événements, parce que c'était le plus accessible. Bien évidemment, on a pour ambition de faire mieux chaque année, mais c'est le cas. Mais comme le rappelait Désiré, c'est que forcément, ça met des contraintes aussi sur les organisateurs d'événements, parce que quand on leur dit « attention, votre événement », en fait, il a une empreinte carbone. Alors, l'année dernière, juste sur les joueurs, on avait évalué à 72 tonnes d'équivalent CO2. Ça fait 72 allers-retours Paris-New York. Cette année, on a élargi pour 2023. On vient juste de recevoir hier les premières données brutes donc, c'était pas que les joueurs, mais c'était aussi les joueurs, les staffs et les visiteurs. On a évalué à 390 tonnes d'équivalent CO2. Donc, ça fait 390 allers-retours Paris-New York en avion. Et plus on va continuer, plus ça va être gros, en fait, parce qu'on commence à avoir une méthodologie qui grandit, quoi, de fait. Et donc, forcément, l'idée derrière, c'est, en fait, à chaque fois qu'on mène un sujet chez Francisport, ou de manière générale qu'on mène un sujet, on essaie d'avoir des actions qui soient mesurables. C'est-à-dire, on constate un phénomène,
on essaie de mettre en place des actions qui vont essayer de limiter l'impact de ce phénomène et de pouvoir le mesurer pour voir si ça a vraiment un effet sur le long terme. Et donc ces actions, forcément, elles impactent le secteur, elles impactent les organisateurs d'événements. Quand on dit que ça serait pas mal de faire en sorte de louer des PC pour éviter que les gens ils ramènent leurs PC et que donc ils soient que 2 dans les voitures quand ils font du covoiturage parce que les PC prennent de la place et que donc pour qu'ils soient 5 et que ça soit plus intéressant en termes de covoiturage, il faut qu'ils puissent louer des PC. Ça nécessite que l'organisateur d'événements il fasse un partenariat avec un loueur de PC en amont. Quand on dit à la collectivité, les gens ils prennent des locations, des Airbnb ou des hôtels qui sont à 10 km de l'événement et donc à chaque fois ils reprennent la voiture, il faudrait si possible mettre en place des navettes. La collectivité, c'est des coûts aussi pour la collectivité de mettre en place des navettes spécifiquement pour l'événement. Et donc à chaque fois ça rajoute des contraintes. Mais au moins on peut les évaluer, on peut voir dans quelle manière finalement ces différentes actions, elles ont un impact positif sur l'avenir. Et donc nous, notre réel projet, je m'arrêterai là-dessus, c'est de sensibiliser les communautés, d'offrir des outils aux acteurs de l'écosystème, aux organisateurs d'événements, aux équipes, qu'elles puissent clairement savoir comment elles-mêmes évaluer leur propre impact et puis qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faire ça. Et puis ensuite, finalement, essayer d'améliorer ce phénomène, en tout cas leur impact sur cet environnement climatique. Désolé. Alors, juste très rapidement pour apporter un contrepoint, je trouve que c'est évidemment formidable de se servir de l'e-sport pour sensibiliser. Mais on n'a jamais autant joué et jamais autant regardé de l'e-sport que pendant le Covid et la période de confinement. Et la planète a pu respirer et son empreinte carbone a été descendue sur cette période-là. Donc je pense que dans toute l'échelle des loisirs, l'e-sport et le jeu en réseau et le fait de pouvoir jouer de chez soi est plutôt une révolution qui va dans le bon sens plutôt que de voyager. Lorsqu'on fait du sport, on se déplace souvent pour aller dans des infrastructures qui sont extrêmement coûteuses aussi à construire. Donc tout a un impact. Donc c'est bien de se servir de l'e-sport pour faire cette prise de conscience, mais je pense que d'une manière générale, les joueurs de jeux vidéo et les joueurs en réseau participent plutôt à une forme de ralentissement de notre empreinte carbone sur la planète plutôt que l'inverse. Oui, et puis je veux rajouter aussi, parce que je suis assez d'accord avec cet avis-là, que la population majoritaire qui joue aux jeux vidéo est extrêmement sensibilisée à ces sujets. Nous, on a une société de 40 personnes, la moyenne d'âge c'est 25 ans. Je peux vous dire qu'on n'a pas de bouteilles en plastique, quoi. Je peux vous dire aussi qu'ils se débrouillent pour faire du covoiturage le midi et aller chercher à manger. Je peux vous dire qu'ils viennent la plupart en vélo. Et ça, c'est naturel. Donc moi, j'ai aussi beaucoup de confiance dans toute cette jeunesse qui va arriver dans des secteurs de recherche, parce que la recherche doit aider aussi les solutions. C'est pas que les éditeurs, que les producteurs ou que les organisateurs qui doivent souffrir en termes d'argent, surtout en ce moment. Donc la recherche doit aussi nous amener des solutions. L'État doit amener de l'argent à la recherche. Et on doit aussi faire confiance aux jeunes populations qui vont prendre la direction d'entreprises qui sont actuellement pas très dans le bon mode, on va dire, et gérer aussi ce genre de choses avant d'attaquer des choses qui sont, je suis assez d'accord avec Mathieu, assez minime sur l'empreinte globale, quoi. Et clairement, pour le dire, c'est que sur l'enquête que l'on mène à la Gamers Assembly, les retours sont extrêmement positifs de la part des personnes qu'on interroge. C'est-à-dire que là, pour rejoindre ce que disent Mathieu et Iris, on est clairement face à des populations qui sont hyper concernées et qui sont ravis que le secteur se saisisse de ce sujet-là et de pouvoir participer à récolter ces données. Et en fait, le travail de sensibilisation, il est presque facile, dans le sens où c'est des gens qui aujourd'hui marchent pour le climat, sont concernés par leur avenir et l'avenir de la planète qui les accueille. Merci tous les quatre pour ce rapide dessin du futur de l'e-sport. Je vais prendre rapidement quelques questions parce qu'on est un peu en retard. Bonjour à tous. Alors j'ai deux questions sur l'e-sport de demain. Une pour revenir sur le sujet des salaires des joueurs professionnels et une autre sur la technologie. Vous évoquiez donc sur le salaire des professionnels le problème qu'effectivement entre pays ça on va dire tire un peu la bourre sur les salaires et ça va à la hausse parce que certaines équipes ont des investisseurs internationaux qui ont la capacité de mettre beaucoup d'argent et d'en perdre aussi, ou parce que il y a des régimes fiscaux qui sont différents entre pays. Ça existe aussi dans le sport et c'est pas un problème lié juste à l'e-sport. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas arriver vers, de la part des éditeurs, à la mise en place de salary cap? Et la deuxième question sur la technologie, l'e-sport au début, c'est beaucoup arrivé la pratique sur PC, et venu un peu la pratique après sur console qui a grossi.
Ensuite, les téléphones mobiles qui ont amené aussi une pratique de l'e-sport donc sur un nouveau device, et ça, ce qui a explosé d'ailleurs dans des régions du monde comme l'Asie du Sud-Est, la zone MENA, la zone Afrique, etc. Il y a maintenant la VR qui est arrivée récemment aussi et qui donne une autre possibilité de pratiquer un petit peu l'e-sport. Et sur cette question-là, est-ce qu'on va aller plutôt vers quelque chose qui va prendre le pas dans les technologies par rapport aux autres sur la pratique, ou est-ce que c'est simplement un éclatement un peu, on va dire, voilà, des pratiques qui vont être de plus en plus différentes en fonction peut-être des régions du monde ou de type de population? Merci beaucoup pour ces deux questions. Je vais me charger dans un premier temps de la première. Sur la question des systèmes de régulation, effectivement, qui peuvent être mis en place. Tu l'as très bien soulevé, c'est que dans le sport, cette question de la fiscalité, elle est existante aussi, sauf que le modèle sportif, en tout cas, notamment dans le sport professionnel, c'est que les sources de revenus, elles sont beaucoup plus diverses que dans l'e-sport. C'est-à-dire dans le sport professionnel, entre notamment les droits médias, la billetterie, le merchandising, l'argent issu des paris et les subventions publiques, ça fait déjà 5 sources de revenus qui aujourd'hui n'existent pas dans l'e-sport professionnel en France. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre, en tout cas les revenus sont beaucoup plus importants pour les clubs, alors, les sources de revenus sont beaucoup plus nombreuses par rapport à ça. Et effectivement, dans le cadre notamment du modèle nord-américain sportif, qui est celui de la NBA, de la MLB, de la NHL et ainsi de suite, c'est-à-dire des ligues fermées, ce qui est mis en place comme outil de régulation, c'est les drafts et les salary cap pour justement éviter cette hausse. À la différence que dans ce cas-là, les équipes, elles sont honneurs de leur propre ligue, c'est-à-dire que la NBA, les équipes, les franchises, en fait, une partie de la ligue leur appartient, donc elles ont des retours sur investissement qui sont aussi liés à ça. Aujourd'hui, les éditeurs de jeux sont les seuls régulateurs. Les équipes, elles n'ont pas de partie prenante économique dans ces ligues fermées qui sont mises en place. Et donc l'éditeur fait un petit peu ce qu'il veut. Et l'autre différence, c'est que dans le sport, c'est un système qui est centralisé, qui est régulé autour d'entités qui sont des organes de gouvernance fédéraux. Et dans l'e-sport, on n'a pas d'organes de gouvernance centralisés. C'est les éditeurs qui ont toutes des stratégies qui sont extrêmement diverses et variées. Je t'apprends rien, entre Valve et Nintendo, c'est un monde, quoi, hein. C'est le spectre, il est particulièrement large en termes de régulation sur leurs jeux. Donc il n'y a pas, jusqu'à présent dans l'e-sport, malheureusement, il n'y a pas, même s'il y a des syndicats d'éditeurs à l'échelle de tous les pays et même aux échelles continentales, ils ont encore du mal à trouver un consensus pour justement uniformiser, standardiser certains modèles et notamment des modèles de régulation avec ces systèmes de salary cap. Mais de manière générale, là où je te rejoins totalement, c'est que il y a besoin, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, aujourd'hui mettre en place des ligues fermées sans outils de régulation, c'est aberrant en fait de manière générale. Ça peut pas, là pour le coup on parlait de pérennité, ça peut pas être pérenne. Donc il y a une nécessité aujourd'hui de la part des éditeurs, qui sont les régulateurs de ces écosystèmes compétitifs, s'ils veulent faire en sorte que ces écosystèmes compétitifs perdurent, de faire en sorte que tous les acteurs qui apportent de la valeur dans ce secteur-là, puissent aussi en bénéficier. Il y a eu une survalorisation des salaires, en tout cas ça se dit beaucoup sur certaines scènes compétitives. Aujourd'hui, je pense que c'est en train de, finalement, vu la crise économique qu'on est en train de vivre, c'est en train peut-être de se stabiliser, à voir, mais il va falloir des outils de régulation. Le salary cap est un des modèles, les systèmes de draft en sont un autre, mais de manière générale, il y a des choses à mettre en place et les éditeurs ont un rôle à jouer qui est évident sur cette partie-là. Et sur les technologies, je pense que vous avez... Oui, je me souviens plus exactement des paramètres de ta question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va prendre le pas? Non, mais j'avais un élément de réponse, par contre. Sur le fait de multiplier les manières de jouer, oui, on va fragmenter, mais c'est un peu comme un arbre dont on tire un peu les branches, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train d'élargir le périmètre de l'e-sport, on est en train de l'ouvrir à différents univers. Donc tu parlais de la VR, et effectivement, on a la chance d'avoir financé une société qui est en train de créer un jeu que vous jouez dans des espaces complètement ouverts, en free roaming VR, et qui est en train de se structurer à la fois comme un sport et puis comme un e-sport. Et sur mobile, de la même manière. Donc on va aller chercher des nouveaux publics, des nouvelles interfaces, des nouvelles manières de jouer, et donc on va plutôt élargir et donc fragmenter effectivement ces audiences. Non, et pour moi, celui qui va... il n'y en a pas un qui va supplanter les autres, mais c'est vrai que le téléphone permet à une grande majorité de jouer, pour des raisons évidentes de pratique, argent, et t'as pas un PC dans le salon, quoi.
Et ça, c'est quelque chose, on peut, en tout cas, nous, on le voit beaucoup en médias et on le voit beaucoup sur la façon de consommer. Par exemple, rien qu'un site web, jeux vidéo, pour vous donner une idée, il y a une dizaine d'années, c'était à 75% de consommation sur PC. Maintenant, on est complètement à l'inverse, puisqu'on est entre 70 et 80% de mobile. Et ça, on parle de moins de 10 ans. Donc, même si on ne peut pas dire que le jeu mobile prend le pas sur le jeu PC, on peut quand même dire que la pratique de l'e-sport va se démocratiser assez facilement avec des petits devices. Voilà. Et juste pour compléter, on s'arrête jamais, je suis désolé. Non mais c'est que tout à l'heure sur la table ronde précédente, il y avait une question aussi sur le lien bande dessinée et jeux vidéo et avait été mis en lumière, c'est la question du gameplay. Et je pense qu'en fait cette question du gameplay par rapport au device, elle est assez centrale. C'est aujourd'hui les jeux de tir sont nés grâce au clavier souris. Doom, puis ensuite Quake, Unreal Tournament et ainsi de suite. Les claviers ont permis l'évolution, la création des jeux de stratégie en temps réel comme StarCraft parce que plein de boutons, et c'était possible. Les jeux mobiles vont permettre des choses, les jeux VR vont permettre des choses, mais en fait l'expérience gameplay qui est vécue par rapport à chacun de ces devices, elle ne sera pas remplacée. C'est-à-dire que clairement, je pense qu'on se rejoint tous, c'est que c'est encore une multitude de possibles. C'est pas la VR qui remplacera, mais ça sera une façon de pratiquer spécifique. Le mobile, c'est une façon de pratiquer spécifique. Et je pense qu'on n'a rien fait de mieux qu'une souris sur les jeux de tir en première personne pour le moment. Donc voilà. Waouh, pardon, je voulais pas mettre une controverse comme ça, mais en tout cas, voilà. Ouais, diversification des possibles. Désolée, je suis un peu la rabat-joie, mais on a un peu dépassé. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir participé. C'était un échange hyper intéressant. Merci à vous. Alors, ce qui va suivre, du coup, c'est une table ronde sur le métavers. Et on me demande de rappeler que la cérémonie de remise de prix Jeunes Talents 2023, présentée par Epic Games et soutenue par Ubisoft Bordeaux et le pôle Image Magélis, aura lieu à 19h. Donc rendez-vous à 19h.